Et voilà pour ce film d'Elsa Fener, Nucléaire, la bombe humaine. Et on va en parler bien sûr avec nos invités. On va parler de cette filière nucléaire française. Est-elle aussi sincère et sûre et réaliste qu'elle veut bien le dire, sincère sur ses coûts, sur sa sécurité. On va parler de tout cela. On va le faire avec Michel Rivasi, qu'on connaît bien sûr, qui est députée européenne, qui est membre d'Europe Écologie Les Verts, qui était à l'origine à la création de la CRIRAD. Oui, c'était après Tchernobyl. Et c'était parce que vous trouviez qu'effectivement la clarté, la transparence n'était pas vraiment ce qui caractérisait la filière nucléaire française. Et vous avez fait ce labo pour nous dire un petit peu ce qu'il fallait penser de nos légumes et de leur contamination. C'était un peu ça l'idée. Jean Bizet, en face de vous, vous êtes sénateur UMP de la Manche. Oui. La Manche, comme on dit, c'est dans la poche. C'est-à-dire que le nucléaire là-bas, il y a fait son emplacement. Il y a Flamanville. Ça fait partie de notre culture. Le nucléaire est assumé. Et assumé. En face de vous, Jacques Repussard, vous êtes le directeur général de l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est quoi ça? C'est un organisme indépendant? L'IRSN est un établissement public de l'État. Nous sommes l'expert public des risques nucléaires et radiologiques et nous sommes là pour faire avancer la sûreté nucléaire et la protection des citoyens vis-à-vis des rayonnements ionisants. Bon, y compris pour ceux qui travaillent comme ces intermittents ou ces personnels qui ne sont pas d'EDF et qui interviennent de plus en plus souvent. Francis Saurin nous rejoindra, il est directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire. Il nous rejoindra dans quelques minutes après qu'on ait un petit peu reparlé avec vous, Elsa Fener, de votre documentaire. Je précise quand même que ni EDF, ni l'ASN, l'Agence soutenue de sécurité nucléaire, ni le ministère, qui est à la fois maintenant ministère de l'écologie, des énergies renouvelables et du nucléaire, n'ont souhaité participer à l'émission. Comme quoi, en matière de transparence, sur ces questions-là, il y a toujours quelques petites réticences. Pourquoi ce thème? Pourquoi avoir choisi ces intermittents ou, du nucléaire? Étant journaliste plutôt spécialisée dans les conditions de travail, je me suis demandé quel était le lien entre le travail, les conditions de travail dans les centrales et la sûreté. On connaît le lien entre les conditions de travail et la santé pour ces sous-traitants du nucléaire, ça a été assez documenté. Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'il y avait un lien. Voilà, ces sous-traitants interviennent pour la maintenance des centrales, c'est-à-dire pour l'entretien. Une fois par an, on arrête chaque réacteur, ils interviennent très rapidement, ils nettoient, ils vérifient, décontaminent, etc. Et est-ce que leurs gestes, leurs erreurs ou leurs compétences peuvent avoir des conséquences sur la bonne marche de la centrale, une fois qu'elle redémarre? C'était facile pour vous, les contacts avec EDF, etc. Vous êtes rentré dans les centrales, vous avez pu tout visiter, tout voir, accéder à tout? Pas tellement. Non, nous avons eu la chance de suivre, c'était les stress tests à l'époque, donc post-Fukushima, nous avons eu la chance de suivre une visite de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, donc le gendarme du nucléaire, qui a pu visiter la centrale de Cruas. Et nous, on a assisté à cette visite. C'était la première et la dernière pour nous, puisque visiblement les questions que nous posions n'étaient pas du tout les bienvenues, qui portaient sur ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire sur le lien entre la manière dont l'exploitant, en l'occurrence EDF, surveille ses sous-traitants. Est-ce qu'il les surveille bien? Est-ce qu'il connaît suffisamment ce qui se passe dans ces centrales chez lui? Est-ce qu'il est en mesure d'assurer, du coup, qu'il n'y a aucun problème et que la sûreté est garantie, puisque c'est son rôle? Vous avez l'impression de mettre le doigt sur un tabou, de parler de choses dont on ne parle jamais? J'avais pas l'impression, mais... Non, mais à l'usage, vous vous êtes rendu compte que oui. C'était pas tout à fait bienvenu que de parler des conditions de travail de ces intermittents, de ces sous-traitants, de ces nomades du nucléaire. Non, les portes se sont fermées à la suite de cette visite. Alors que les exploitants ont conscience du problème, mettent en place un certain nombre de dispositifs pour savoir ce qui se passe, mais ne souhaitent absolument pas communiquer dessus, ce qui, du coup, suscite des doutes en face. On se demande si les personnes qui sont responsables de cette observation, si elles sont bien nombreuses, ce qu'elles font, si elles ne sont pas mises dans un placard, et est-ce qu'on les écoute quand elles font un rapport? Alors, vous allez me dire un petit peu ce que vous avez pensé de son film. On va revoir un petit extrait d'abord. C'est Dominique Sanson qui parle. C'est un sous-traitant. Il a été contaminé et il nous raconte comment ça s'est passé. À l'infirmerie, donc, ils m'ont décontaminé. Il leur a fallu quand même une bonne heure et demie, quand même. Parce qu'on a pris plusieurs douches. Donc, ils ont commencé par la tête. Parce que la tête, j'en avais partout sur la tête, le visage. Et, au bout de 2-3 lavages de la tête, donc j'ai pris 2-3 douches aussi, pour me décontaminer. Et ensuite, on est passé à l'entrepôt gammamétrie. Donc, c'est pour voir si on a absorbé donc, des particules, quoi. Et suite à ça, l'infirmière m'a dit que j'ai décontaminé interne. Ça paraît quand même bizarre, mais pour une centrale nucléaire, mais il y a un gros manque de prise.
un gros manque de prise, malheureusement. Et il y a un collègue qui travaillait 2 étages en dessous, là où était branché mon lacrymogène, avait un boulot comme nous tous, hein, très urgent à faire, m'a débranché, il s'est branché à ma place, quoi. Le temps que je me dégage, bah forcément j'avais respiré pas mal de particules, quoi. Donc j'étais contaminé forcément, interne, à l'intérieur de mon corps. Voilà, donc on est un petit peu surpris de penser qu'on a du mal à trouver du courant dans une centrale quand il s'agit de brancher quelque chose. Ça fait toujours bizarre. Ils souffrent de quoi, les gens que vous avez rencontrés, ces intermittents ou ces intervenants occasionnels dans le nucléaire? Juste pour revenir sur le manque de prise, c'est effectivement les centrales ont été conçues sans, ce qu'expliquent les ergonomes, sans tenir compte du fait qu'il faudrait de la maintenance, les entretenir. Donc on a des pièces qui ne sont pas éclairées. Et donc il faut tirer des rallonges, ce qui paraît effectivement un petit peu surréaliste, ou bien il faut prendre des lampes torches qu'on a posées dans un endroit contaminé, qu'on prend dans la bouche pour travailler avec les 2 mains, ce qui pose d'autres problèmes. Donc voilà, c'était pour revenir sur ce point-là, pour dire à quel point on avait pris en compte l'homme dans les centrales, à la construction. Et les centrales sont toujours debout. Hein, donc, voilà. Et du coup, là, ce dont souffrent les sous-traitants, il est très très difficile d'établir le lien entre exposition et conditions de travail et cancer, par exemple, ou maladies qui se déclarent, puisqu'elles se déclarent des dizaines d'années après. Donc là, en revanche, quand quelqu'un est contaminé interne, il a avalé, hein, parce qu'il y a contamination externe, contamination interne. Lui, il est malade, mais il n'y a pas pas de lien forcément établi sur une population. On ne sait pas trop ce que ça va donner plus tard, même pour lui d'ailleurs. Il y a des cancers de la thyroïde dans les zones autour des centrales, etc. Mais voilà, les études épidémiologiques sont compliquées à... Michel Rivasi, qu'est-ce qu'on sait un petit peu de tout ça, de ces conditions de travail, de ces intermittents, de ces nomades? Moi, je voulais vous remercier d'avoir fait ce film, parce que on nous présente toujours les centrales nucléaires super sûres, super propres, avec une très bonne maintenance. Et puis là, on voit la réalité sur le terrain. Et ce qu'il faut voir, c'est quand même les chiffres aussi. EDF a 20 000 agents, 23 000 exactement. Et 20 000 sous-traitants. 23 000 agents directement dans les centrales. Hein. Dans les centrales, titulaires en quelque sorte vis-à-vis d'EDF. Il y a 20 000 sous-traitants. Et dans les 20 000 sous-traitants, vous avez 4 000 nomades, tels que vous les avez montrés. Et on voit des gens qui sont en souffrance. C'est-à-dire que pendant l'arrêt des tranches, ils sont obligés de partir dans toutes les centrales, que ce soit Penly, Flamanville, Cruas, etc. Et ils vivent dans des conditions, et vous l'avez bien montré, dans des caravanes, dans des situations hyper précaires. Et ces gens-là ne sont pas reconnus. Et en plus, quand vous voyez l'exemple de M. Sanson, c'est que quand il témoigne, eh bien, il n'est pas reconnu, sa maladie n'est pas reconnue comme maladie professionnelle. Il y a eu un autre exemple aussi où on dit non, comme il n'y a pas de lésion directe lorsque vous avez vu un accident, mais ce n'est pas un accident du travail. Et donc, c'est très grave pour la sécurité, parce que pour moi, la sûreté d'une centrale va avec la sécurité des travailleurs. Jacques Repussard, vous êtes inquiété de ça, de ces conditions de travail et de la nature du personnel qui intervient et de ses compétences aussi? Les questions humaines sont effectivement au cœur de la sûreté nucléaire, avec d'autres ingrédients. Ce n'est pas le seul paramètre, mais c'est un paramètre extrêmement important. Ce que nous avons observé, c'est déjà que depuis une dizaine d'années, la radioprotection des travailleurs a été beaucoup améliorée. Donc les exploitants nucléaires, qui malheureusement, c'est vrai que c'est tout à fait regrettable qu'il n'ait pas accepté de s'exprimer dans ce film, mais la réalité que nous observons, c'est que un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer la radioprotection, la protection des travailleurs, qu'il s'agisse des travailleurs, des salariés d'EDF ou des sous-traitants. Les chiffres que donne Madame Rivasi sont corrects. Il y a plus de sous-traitants qui interviennent dans des chantiers dosants que de salariés EDF, mais c'est un choix d'organisation qui n'est peut-être pas critiquable. C'est un choix. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce ne sont pas les gens d'EDF qui font eux-mêmes le boulot? Pourquoi est-ce qu'on fait appel à des gens qui peut-être sont moins bien formés que les gens d'EDF? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. D'ailleurs, puisqu'on parle de souffrance, et c'est vrai que ce film, il a beaucoup de sincérité qu'on voit dans ce film. Les gens qui sont interviewés sont sincères, on le sent. Et en fait, moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'ils souffrent davantage d'un manque de reconnaissance de leurs compétences, qui sont très grandes également. Ce sont des gens compétents qui vont là, qui ont été, pour la plupart d'entre eux, qui ont été formés. Le travail n'est pas moins bien fait parce que ce sont des sous-traitants qui le font. Le travail n'est pas nécessairement moins bien fait. Mais on peut avoir des difficultés s'il y a des cascades de sous-traitance beaucoup trop importantes qui font qu'à la fin, la responsabilité est trop diluée.
Donc, mais ça n'est pas la sous-traitance en soi qui est critiquable. C'est, je trouve, quand je regarde ça sur un plan national, le manque de dialogue sincère également entre les responsables de l'exploitation et les entreprises sous-traitances vis-à-vis de ces personnels qui sont très compétents. On le voit dans le film, un d'entre eux a expliqué quand il a commencé ce métier, pour lui, c'était l'innovation, c'était la nouveauté, il travaillait dans un secteur de pointe, et finalement, 20 ans après, il a le sentiment d'être déclassé. Pourquoi? Il n'y a pas de raison de penser ça. Jean Bizet. Écoutez, je n'ai pas vu ce documentaire, donc mon témoignage... Vous verrez rapidement, parce que vous allez corriger ça. Absolument. Ceci étant, si vous voulez, sur le site de la Hague, sur le secteur du Nord-Cotentin, moi, je n'ai pas d'informations, mais laissant entendre, si vous voulez, qu'il y a des problématiques liées à la sous-traitance. Pour moi, ceci étant, je crois... Il n'y a jamais de souci particulier par rapport à ça. Je n'ai pas eu d'écho, si vous voulez, pertinent ou probant sur ce point. Ceci dit, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Repussin et Mme Rivasi. La sûreté nucléaire en France ne peut pas être dissociée d'une bonne formation de ceux qui interviennent, même en sous-traitance. Mais je voudrais également souligner que dès que vous avez un manque de transparence, il y a forcément à la clé suspicion. Ceci étant aussi, je crois qu'il faut dire en parallèle que la sûreté et la sécurité nucléaire en France sont parmi les normes les plus élevées au monde. Est-ce que la cohérence des équipes n'est pas nécessaire pour assurer une bonne sécurité? Mais pourquoi n'existerait-elle pas? Moi, je fais par définition confiance à EDF sur ce plan. Encore un mot peut-être là-dessus et un mot peut-être sur les autres salariés, parce que vous avez vu des gens, des salariés, notamment de la CGT, leaders syndicaux, printemps syndicaux, qui vous parlent de ça. Ils sont gênés de cette présence-là? Ils trouvent que quand même c'est embêtant d'avoir des intermittents qui font leur travail ou ils trouvent ça bien, normal? Pour répondre aux questions, je pense que le problème, il n'est pas dans les compétences des agents, des sous-traitants. Ils sont plutôt bien formés, c'est quand même une obligation. C'est rassurant. C'est rassurant. Ils ont envie de bien faire leur travail. Le problème, c'est moins un problème de reconnaissance que de conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leurs compétences. Les compétences, ils les ont, mais on leur demande de travailler tellement vite qu'ils ne peuvent pas les exercer. C'est ce qu'ils ont tous dit. J'ai rencontré en off un certain nombre de responsables d'entreprises sous-traitantes qui disent « on veut juste bien faire notre travail ». Le problème, c'est qu'il y a les conditions d'intervention et le temps qui leur est donné. Une distorsion fondamentale qui est que le droit du travail est remplacé par du droit commercial. On n'est plus dans des rapports au sein d'une entreprise entre un salarié et un employeur, le salarié pouvant dire là j'ai pas le temps, je fais jouer mon contrat de travail, les accords d'entreprise, etc. On est entre deux entreprises et la petite entreprise, si elle veut garder le marché, elle va tout accepter. Et ça, c'est un problème fondamental. Merci Zafir. Donc on se dit, bon très bien, ils sont bien formés, ils sont capables de faire le boulot. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Donc c'est un peu inquiétant. Deuxième extrait, et là on va entendre un petit peu ce qu'en dit justement un agent EDF, qui lui nous dit clairement que quand on n'a pas le temps de faire les choses, il y a des fuites. On est là aussi aujourd'hui parce que les problèmes des sous-traitants, ça nous concerne directement. Quand un sous-traitant il a la pression pour travailler, quand il ne peut pas finir son boulot en fin de semaine parce qu'il veut rentrer chez lui pour voir sa famille, nous, ça nous impacte directement parce que le boulot qu'il n'a pas fait ou pas pu faire surtout parce qu'il était trop pressé par le temps, nous, on le voit quand on va redémarrer l'installation, par exemple en arrêt de tranche. On redémarre une installation, elle fuit de partout. Il y a des vannes qui fuient, il y a des pompes qui tournent mal, il y a plein d'aléas techniques qu'on n'avait pas il y a quelques années. Voilà, et pendant ce temps-là, il y a Francis Saurin qui nous a rejoint. Merci d'être là. Donc vous êtes, je disais, directeur du pôle information de la Société française d'énergie nucléaire. C'est quoi? C'est une société anonyme? C'est une association scientifique, loi de 1901, qui regroupe 3500 chercheurs, ingénieurs, industriels, médecins, qui pour la plupart travaillent dans le domaine nucléaire. Alors, un mot déjà sur ce film que vous avez vu aussi, sur le regard qui est porté sur ces sous-traitants du nucléaire, sur leur capacité, leur formation et leur temps d'intervention. On va y revenir, mais déjà là-dessus. Oui, si vous voulez une première remarque, je trouve que ce film ne rend pas compte vraiment de la réalité de ce qui se passe dans nos centrales nucléaires. Il rend compte d'une partie de cette réalité et à ce niveau-là, c'est un petit peu caricatural. En quoi vous trouvez caricatural? C'est caricatural parce qu'il se dégage de tous les interviewés et des commentaires un climat, une image qui sont à la limite du catastrophisme. On dit que ces gens qui travaillent en sous-traitance sont exposés à une radioactivité très dangereuse. J'aurais une remarque à faire là-dessus. On dit que ça nuit à la sûreté de nos installations. Alors,
il faut être nuancé. Vous dites c'est faux. Il faut être nuancé. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis que quand effectivement on exécute trop vite un travail qui demande un peu plus de temps, ça peut porter atteinte à la sûreté. Donc il faut porter un jugement nuancé. Mais ce qui me gêne dans ce film, voyez-vous, c'est que on évoque la question des sous-traitants, disant qu'ils vont travailler dans des milieux radioactifs et que ça porte atteinte à leur santé. Si vous regardez les chiffres, les statistiques qui résultent des vérifications sur la santé des personnels. Ils prennent autant de précautions pour y aller dans ces endroits-là. Si vous regardez il y a une les procédure. chiffres, cher monsieur, si vous regardez les chiffres de l'exposition à la radioactivité... Une centrale nucléaire n'est pas radioactive. Permettez. Si vous regardez les chiffres de la radioactivité à laquelle sont exposés ces travailleurs sous-traitants, vous apercevez qu'ils sont infiniment inférieurs aux limites légales autorisées. Alors, on ne va pas rentrer dans les sieverts, les millisieverts, etc. Mais simplement, pour que vous ayez une idée, pour que vous ayez une idée de la différence, la limite légale pour un travailleur d'exposition à la radioactivité est de 20 millisieverts. Oui, quelle est la limite moyenne pour les sous-traitants? Elle est de 1,6. D'accord. Et il est intéressant de noter, comme le disait M. Repussard, que cette limite a été abaissée continuellement depuis 15 ans et qu'elle est maintenant en dessous. On est de plus en plus exigeant sur ces limites-là. On est maintenant en dessous de la limite moyenne de la profession la plus exposée à la radioactivité en France, c'est-à-dire les navigants des compagnies aériennes. Ça n'empêche que là, on a une déclaration qui est faite par cet agent EDF qui dit quand même, quelquefois les délais qu'on nous donne sont tels que on remet en route l'installation alors que c'est pas tout à fait fini, il y a des fuites de partout et ça provoque des dangers. Mais l'ASN est là précisément pour contrôler le résultat du travail. Et la journaliste tout à l'heure n'a pas dit qu'il y avait une mauvaise qualité du travail. Je pense que ça relève plutôt... Non, on dit qu'il n'y a pas le temps de le faire. Je pense que ça relève plutôt du droit du travail, proprement dit. C'est inhérent à toute entreprise. De la centrale. Si on vous change de roue et qu'on n'a pas le temps de revisser les 4 boulons, c'est embêtant, ça veut dire. Ça, c'est peut-être un petit peu caricatural, quand même. C'est un peu caricatural. Moi, je voudrais quand même, par rapport à ce qui a été dit, il y a plusieurs choses. Un, depuis le début de la construction des centrales, avant, on avait beaucoup d'agents qui appartenaient à l'installateur, donc à EDF ou à Areva. Et puis, contrairement à ce que vous dites, M. Repoussard, moi je trouve qu'il y a eu une dégradation des conditions. Pourquoi? Parce qu'on a fait appel de plus en plus à la sous-traitance. Et je ne sais pas si vous avez vu le rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, il y a plus de 8 niveaux de sous-traitance. C'est-à-dire il y a les sous-traitants, du sous-traitant, du sous-traitant, etc. Donc la conséquence de ça, ça joue sur la responsabilité. Qui est responsable? Donc on a tendance à déresponsabiliser, si vous voulez, le sous-traitant. Il y a une dilution des compétences et de la responsabilité. D'où quand même dégradation des conditions de travail des gens qui sont en bout de chaîne. Elle-même parle de perte de compétences. Exactement. Parce que ça veut dire quoi? Qu'à force de faire intervenir un tel et un tel et un tel et un tel, on ne sait plus très bien. Il n'y a plus personne qui sait très bien comment ça marche. Exactement. Et d'ailleurs, récemment, ils ont embauché plus de 200 roubinettiers dans la mesure où ça n'existait plus en tant qu'agent EDF. Donc il y a une perte de compétences. Et puis par rapport aux doses, moi je m'inscris complètement faux par rapport à ce que vous dites. C'est quand même les sous-traitants, les nomades du nucléaire, ce sont ceux qui reçoivent le plus de doses. Ici, vous avez un témoignage d'une personne qui descendait là. Donnez-nous les chiffres au lieu de dire ça comme ça. Donnez-nous les chiffres. Mais je vous signale que là, vous avez un reportage, vous avez un témoignage, et moi j'en ai beaucoup plus que vous. Alors ça me surprend, vous qui êtes sénateur de la Manche, moi j'arrête pas de recevoir des sous-traitants. Et ils me disent, parce que j'habite près du site du Tricastin, et ils me disent, on travaille dans des conditions terribles. On se prend les doses les plus importantes, puisque c'est eux qui font la maintenance dans les zones les plus contaminées. Et quand on parle... C'est vrai, madame, qu'ils vont dans les zones les plus contaminées. On appelait ça avant la viande OREM. Ça, c'était il y a 25 ou 30 ans. Maintenant, ce n'est plus du tout comme ça, chère madame. Bien sûr que si. Mais vous... Bien sûr que si. Vous ne donnez pas les chiffres. Moi, je vous ai donné les chiffres. C'est bien, mais c'est les moyennes que vous donnez. Il y a des gens qui se prennent des doses là, 3 millisieverts pour 2 heures, sachant que la dose c'est 20 millisieverts par an. Je prends les cas individuels. En 2011. Quels ont été les 3 cas d'exposition à la radioactivité les plus élevés? Il y a eu 3 cas. Ça a été 16 millisieverts.
16 millisieverts. Mais C'est-à-dire que c'est nettement en dessous. Mais 20 millisieverts, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Vous le savez très bien, puisque toute dose peut déclencher des cancers. Bon, non, on Donc peut pas il dire faut ça comme ça. le niveau le plus faible possible, sachant que la population, c'est 1 millisievert. Attendez, je vous Et arrête la là-dessus, demande des monsieur Sorin. sous-traitants, Monsieur c'est Sorin. 10 millisieverts. Excusez-moi, je vous arrête là-dessus parce que vos millisieverts, on va rien y comprendre. Vous allez donner nous perdre. le On n'écoute niveau. pas ce que vous dites parce qu'on n'y comprend rien et que, encore une fois, nous expliquer que dans une centrale nucléaire, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque d'exposition, au bout d'un moment, c'est inaudible. C'est ce qu'on comprend de ce que vous dites. Non, donc, mais pas moi, du je tout. comprends qu'il y a potentiellement du risque, mais qu'a priori, les gens ne sont pas forcément irradiés comme on pourrait l'imaginer. Évidemment, heureusement qu'ils ne le sont pas. Il y a tout un système de protection qui est mis en place bien compris, c'est la moindre des choses. avec des dosimètres Ce qu'on pour comprend pas, éviter ces ce qu'on veut savoir, contaminations c'est très bien. importantes. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi on fait appel à ces gens-là, pourquoi ce ne sont pas des agents EDF dans une maîtrise plus cohérente de l'ensemble du dispositif qui interviennent sur ces endroits-là. Pour Pourquoi deux raisons. Non mais dites-moi pourquoi. Eh bien parce que ça coûte moins cher. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. C'est-à-dire que ces travaux de maintenance, alors ce qui est tout à fait vrai, comme le disait la journaliste tout à l'heure, c'est que lorsque ces centrales ont été construites, leur maintenabilité n'a pas été vraiment complètement pensée de manière optimale. Et à ce titre-là, l'EPR, par exemple, c'est une grande avancée. La construction de la centrale, on intègre la manière dont on va, la maintenance et aussi le futur démantèlement, de manière à prendre en compte les conditions de travail, la dosimétrie des futurs travailleurs. Bon, donc c'est un progrès. Mais pourquoi ce ne sont pas des agents EDF qui le font ? Mais ces chantiers de maintenance, ils doivent être faits et les doses seraient les mêmes qu'il s'agisse d'agents EDF ou qu'il s'agisse d'agents contractuels. Mais on garderait la compétence quand même, alors que là, on est en train de la perdre. Je ne pense pas que ça soit aussi vrai que ça. C'est vrai à la marge. Mais globalement, c'est un choix économique que fait EDF. Et on voit bien qu'il y a une pression de plus en plus grande. Et dans l'économie de l'énergie en France, c'est d'ailleurs pour moi, en tant que directeur général de l'IRSN, une préoccupation, c'est de voir l'équilibre économique de la filière nucléaire se dégrader lentement, mais sûrement. Et ceci, ce sera au détriment des travailleurs, mais aussi au détriment de la sûreté si on pousse les choses trop loin. Comment ça, l'équipe se dégrade lentement mais sûrement ? Eh bien, la nécessité d'optimiser, d'aller plus vite, de réduire le temps, par exemple, des arrêts de tranche. Il y a une démarche d'optimisation qui est raisonnable, mais si on pousse trop loin, on arrive à des choix qui sont peut-être préjudiciables. Et la question est savoir quelle est l'économie globale de la filière nucléaire française. C'est grave ce que vous dites là, parce que vous nous dites grosso modo que plus ça va, plus on réduit les délais d'intervention sur les tranches. Alors pour les gens moi je ne connais pas grand-chose, mais si j'ai bien compris, il faut régulièrement intervenir, il faut faire de la maintenance lourde, qui nécessite l'arrêt du réacteur, et que ça coûte cher d'arrêter un réacteur, et que donc l'intérêt d'EDF, c'est plutôt de diminuer ce temps d'arrêt. Voilà. C'est passé de 2 mois à 7 semaines, pour vous dire. Le temps d'intervention et le temps d'arrêt. Bon. Et vous dites, ça peut avoir des conséquences graves. C'est-à-dire, est-ce que ça joue sur la sécurité ? Je parle de l'extérieur. Est-ce que la machine peut être moins maîtrisée ? Disons que si les cahiers des charges n'est pas bien respecté, si les travaux ne sont pas faits conformément à ce qui était prévu, effectivement, il peut y avoir des inconvénients en matière de sûreté nucléaire. Ça vous inquiète, vous dites, c'est l'abus. La tendance, la dérive m'inquiète, vous dites. Voilà, mais c'est pas la question de la sous-traitance. Moi, ce qui m'interpelle, ça n'est pas le fait qu'il y ait un choix de faire plus de sous-traitance maintenant qu'il y a 30 ans. C'est un choix qu'on trouve très généralement dans l'économie. La question, c'est le maintien des compétences et des responsabilités à travers la chaîne de sous-traitance. Et on voit bien que si elle est trop longue, ça va être très difficile. Donc il faut absolument avoir des gens compétents et responsables. Et deuxièmement, que les moyens financiers, c'est-à-dire la ressource économique que l'on met à disposition pour ces travaux de maintenance, et qu'il s'agisse de travailleurs d'EDF ou de sous-traitants, ça n'a strictement aucune importance. Il faut que cette ressource-là, elle soit vraiment disponible. Donc là, vous nous dites, si j'ai bien compris, les délais sont plus courts. Au point d'en devenir éventuellement un peu préoccupant. Vous dites que ce soit des agents d'EDF ou des intervenants extérieurs, ça ne change rien aux risques qui sont pris. Si ce n'est que pour des questions de coût, parce qu'on ne paye pas le même prix à un agent d'EDF qu'un occasionnel, on préfère faire appel à des occasionnels. C'est plus léger dans la gestion. D'ailleurs, il y a le canard enchaîné qui a dénoncé Proglio comme un patron voyou, puisque ces personnels-là sont payés comme des fournitures. Ils travaillent dissimulés. Ils travaillent dissimulés. Je ne sais pas si c'est vrai tout ça, c'est ce que dit le canard. Vous dites quoi, par rapport à tout ça, Jean Bizet, vous vivez, je ne dirais pas sur un volcan, mais vous vivez dans une région qui est très nucléarisée. Qui est très nucléaire. Est-ce que vous vous inquiétez de cela, de cette dérive économique-là ?
j'ai dit tout à l'heure que ça faisait partie, entre guillemets, de notre paysage, même si moi je suis le sénateur le plus excentré au niveau du département de la Manche. Vous avez vu sur le Mont-Saint-Michel plutôt que sur Flamanville. Absolument. Ceci étant, ça fait partie de notre culture parce que nous avons conscience qu'il y a un très haut niveau de sécurité et de sûreté au niveau des sites. Et je vous dis, il n'y a pas d'inquiétude. Mais ce que l'on dit, c'est assez classique. On assiste, dans la filière nucléaire comme dans d'autres activités, à une spécialisation des tâches. Ça fait partie de la suite logique de la taylorisation du travail, mais ça veut dire aussi spécialisation et excellence des tâches. L'économique, la donnée économique sur des affaires aussi sensibles que le nucléaire nous inquiète aussi. On se dit qu'à Fukushima, il y a peut-être eu un petit peu de laisser à l'économique. On se dit qu'à Flamanville ou l'EPR, quand on le construit... Ne confondons pas TEPCO, si vous voulez, qui était une structure totalement privée qui n'a pas voulu répondre aux recommandations qui ont été faites. Oui, mais elle était dans une dérive économique aussi, ça veut dire. Oui, mais EDF si vous voulez, avec une grosse différence, c'est que vous avez en France l'autorité de sûreté nucléaire, qui est le gendarme, si vous voulez, du nucléaire, et qui contrôle précisément le travail effectué, même par les intermittents de la chaîne. Donc, moi, par définition, si vous voulez, on a quand même, en France, au travers de l'IRSN et de la SN, mis les clés de sécurité nécessaires. Vous, ça vous rassure? Bien sûr. Pour vous, il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive, ou en tout cas, si on a une, elle est contrôlée. Il faut la contrôler. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai fait un rapport avec un de mes collègues, sénateur du Gard, il y a pratiquement 2 ans, sur le sujet de la sûreté nucléaire, j'avais abordé ce rapport en disant il faut créer une agence européenne pour mettre en harmonisation toutes les centrales européennes. Toutes les autorités de sûreté nationale. D'accord. Et j'ai fait marche arrière. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez une harmonisation, eh bien, il faut trouver le juste milieu. Or, j'ai considéré et j'ai constaté au travers de beaucoup d'auditions qu'on était tellement exigeants en France que je ne voulais pas abaisser au travers d'une harmonisation le niveau de sécurité. Francis Serin, un mot, pas sur les becquerels ou les je sais pas quoi. Hein. Pas sur les miliciers verts. Les miliciers verts. Je ne pense pas qu'il y ait une dérive sur le plan de la sûreté dans les centrales nucléaires ou dans les autres installations nucléaires en France. Du fait des processus de maintenance, etc. Il est vrai que les arrêts de tranche, la durée des arrêts de tranche tend à être réduite pour des questions économiques. L'économie joue une part dans ce processus. Est-ce que ça se fait au détriment de la sécurité? Mais il y a en France une organisation pour veiller à la sûreté des installations qui, je crois qu'on peut le dire, est exemplaire au niveau mondial. Vous avez 2 organismes qui s'en occupent, l'autorité de sûreté nucléaire et son outil technique que dirige M. Repussard, c'est-à-dire l'IRSN, qui veille à la sûreté des centrales et des autres installations. Et de ce point de vue, je pense qu'on peut dire, là, je serai d'accord avec M. le sénateur, que la sûreté en France ne connaît aucune dérive, la sûreté nucléaire, qu'elle est maintenue, qu'elle est étroitement surveillée et qu'elle est, quand on franchit les frontières et qu'on va à l'étranger, quand on franchit les frontières et qu'on va dans d'autres pays qui font du nucléaire, l'exemple français est mis en avant. Donc je ne pense pas qu'on puisse porter une critique virulente comme le fait ce film. Comme Michel Rivasi, puis on va avancer sur le reste, la sécurité extérieure aussi de ces centrales. Ce que vous dites, pour moi, c'est du discours. Moi, j'habite près des centrales. Mais non, réalités. Même M. Repoussard vous dit, à l'heure actuelle, il y a une dérive. À l'heure actuelle, il y a une dégradation parce que c'est la production à tout prix. Il faut aller vite en payant moins parce qu'on est dans une politique de production et une politique qui se... D'ailleurs, avec EDF qui se privatise de plus en plus. Et même l'ASN, vous parlez de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, est en train d'attaquer en ce moment EDF, comme elle est en train d'attaquer Areva en disant attention aux conditions de travail, parce que la sûreté, c'est aussi...
Oui, c'est son sauf rôle. que vous voyez bien que jamais elle l'avait fait avant, parce qu'elle s'aperçoit de plus en plus que l'emploi, la quantité de sous-traitants maintenant, et moi je voudrais revenir sur ces sous-traitants, parce que quand il y a eu l'accident de Vous dites que c'est le Fukushima, danger caché. c'est un danger caché, parce qu'il y a une perte de compétences. À Fukushima, quand il y a eu les accidents, mais je vous assure que TEPCO a eu un mal fou, parce qu'ils avaient la même politique qu'EDF et Areva, et il a fallu qu'ils aillent chercher les sous-traitants pour réparer, pour savoir comment Parce il fallait qu'eux-mêmes faire. ne savaient plus le faire. Ils ne savaient plus le faire. Il y avait eu perte de compétences. Et maintenant, moi, à la commission locale et d'information du Tricastin qui s'appelle la CLIGET, on a posé ce problème-là en disant si demain il y a un accident, qui va être compétent pour réparer rapidement, pour dire comment il faut remettre en état... Les agents présents sur les centrales ne sauraient pas le faire. Eh ben non. Il y a une task force qui a été mise en place. Non, vous ne pouvez pas dire Non, ça, je vous chère assure. madame. Et au niveau Non, des c'est pas sous-traitants, exact. il C'est pas va y vrai. avoir Non, des c'est pas sous-traitants qui ferment. Mais Et non, après, ces gens-là qui étaient formés, il n'y a plus, si vous voulez, la transmission du savoir. Mais non, Quand madame. vous avez des cascades de sous-traitants, et même le député Bataille dit, il faut réduire à 2-3 sous-traitants, et puis arrêter. Jacques Repussard, vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense que ma préoccupation, elle est pour l'avenir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je crois c'est vrai, monsieur le sénateur Vizet le disait, le bilan de la sûreté nucléaire des installations en France est bon. Il est historiquement bon. Touchons du bois, nous n'avons pas connu... Il y a les deux aspects quand même. Non, mais il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu d'accident majeur, heureusement. heureusement. Il y a eu des incidents, mais on voit certains signes, si vous voulez, qui aujourd'hui ne mettent pas en cause de manière importante la sûreté nucléaire. Donc aujourd'hui, les choses restent globalement satisfaisantes. Sinon, le gendarme du nucléaire tirerait la sonnette d'alarme plus qu'il ne le fait. Mais nous voyons, nous, l'IRSN, nos experts scientifiques, nous voyons des signaux faibles pour le moment qui m'amène à vous dire ce que je vous disais tout à l'heure. Je dis attention au poids que les choix économiques auxquels peuvent être soumis les entreprises du nucléaire, les conséquences que ça peut avoir à long terme sur la sécurité des travailleurs, mais aussi sur la sûreté des installations. Et je parle là des décennies à venir. Nos centrales nucléaires, on est encore en train d'en construire une. Celles que nous avons, de toute façon, il faudra les maintenir en vie pendant encore plusieurs décennies. Et donc, cette question-là de la dégradation lente mais possible si les conditions économiques ne sont pas satisfaisantes, c'est une préoccupation qui peut devenir importante plus tard. On va parler de ça. Enfin, on va parler de ça et on va parler du coût justement parce que depuis Fukushima, il y a eu quand même des stress tests qui ont été faits sur l'ensemble des centrales pour voir dans quel état elles étaient. Il y a eu des recommandations qui ont été faites par l'Agence de sûreté nucléaire. Oui, et l'Europe. C'est l'Europe l'Europe qui a demandé les stress tests. Avec des conséquences économiques, avec, je ne sais plus combien c'est chiffré, 10 milliards, je crois. 10 milliards. Environ 10 milliards de travaux à faire dans nos centrales pour améliorer leur sécurité. Alors, prenons un petit exemple et voyons, je ne sais plus dans quelle centrale ça se passe, dans le documentaire toujours, de recommandations de l'ASN, vous allez voir. Actuellement, il y a un exercice en cours. Donc là, on ne le voit pas puisqu'ils sont dans une autre partie de l'installation. On est en train de vérifier que la centrale serait protégée contre une inondation externe. Donc vous voyez ici des protections contre l'inondation externe, donc plus de forte intensité. C'est les parties rouges que vous voyez. Ces protections-là sont en place à demeure. Elles ne sont pas très hautes. Ah mais elles sont dimensionnées pour s'assurer que l'eau ne pénètre pas. Après, vous avez des moyens d'évacuer l'eau par le réseau d'eau pluviale et éventuellement des stations de pompage. Bon, alors évidemment, ça fait sourire. J'ai lu quelque part que pour Fukushima, le mur qui protégeait d'un tsunami était de 5,80 m de haut. Et quelques, oui. Bon, alors qu'on savait historiquement qu'il pouvait y avoir des vagues de 30 mètres d'eau. Oui. Là, quand on voit ce petit machin qu'on met pour prévenir une inondation, on se dit mais c'est quoi ça? Mais c'est sur une colline, attention. Mais c'est pas ça, la protection contre l'inondation, c'est pas le petit truc rouge qu'on voit sur le reportage. La question, c'est est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à sous-estimer ces fameux risques? Je ne sais plus qui disait, il faut imaginer l'inimaginable dans ce domaine-là maintenant. Oui. C'est la raison pour laquelle, précisément dans la résolution que nous avons passée, qui a été votée à l'unanimité au Sénat il y a 2 ans, on n'est plus sur la sûreté, on est sur la sécurité et on a intégré précisément l'ensemble des risques potentiels qui pourraient surgir. Pourquoi vous avez pas mis le terrorisme et la chute d'avion sur un réacteur? Ça c'est bien c'est un petit peu délicat, si vous voulez. On l'a souligné. Chute d'avion, c'est délicat? On l'a souligné. Pas, ça? Non, on a mis à l'écart. Je croyais que c'était intégré la chute d'avion. C'est toujours pas intégré, ça. La partie terroriste. Mais ce que je veux dire, on vit dans une société d'inquiétude. Or, je voulais revenir sur les 2 entités qui ont été mises en place
au sein de la filière, à savoir l'IRSN et l'ASN. Et c'est précisément, et je reprends les propos tout à l'heure de M. Répussard, disant on a quelques petits signes d'alerte. Eh bien, il faut que nos concitoyens considèrent que ces petits signes d'alerte, soulignés précisément par l'IRSN, doivent être considérés comme des éléments plutôt positifs qui doivent être, je dirais, corrigés. Qu'est-ce qu'on retire de ces examens, de ces stress tests qui ont été pratiqués sur nos 58 réacteurs? Je crois qu'on a 58 réacteurs et 19 centrales, qui ont un âge moyen assez élevé, je crois d'une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Il est dans quel état notre parc? Ce que montraient les stress tests. D'abord un mot sur le périmètre des stress tests. Il y a eu Fukushima. Fukushima, c'était une agression cataclysmique de l'environnement sur des centrales nucléaires. Donc on a décidé au niveau européen de regarder cela. En fait, les risques d'accident peuvent venir d'une défaillance de la machine, d'erreurs humaines ou d'une agression externe de l'environnement ou des hommes, des terroristes, on peut imaginer, des saboteurs. Bien. L'erreur humaine, c'était ces travailleurs du nucléaire. Voilà, alors ça, on a vu ça. Voilà. On a vu, maintenant les risques naturels. Donc le risque naturel était l'objet des stress tests, et s'il n'a pas été explicitement question du terrorisme, des chutes d'avions, c'est parce qu'il est impossible dans un débat public transparent de mettre ces choses-là sur la table. Vous comprenez bien que le terrorisme, c'est une affaire d'intelligence. Vous nous dites quoi, ça a été pris en compte, mais qu'on ne peut pas le dire? Non, c'est pris en compte dans un autre exercice. C'est-à-dire que les chutes d'avions, c'est pas forcément terroriste. Vous savez, quand vous voyez la centrale de Cruas, quand vous avez la centrale du Budget, vous avez l'aéroport de Saint-Exupéry. Oui, mais un pilote d'avion, j'ai moi-même un brevet de pilote. Un avion civil, même un Boeing, pourra éviter de tomber. Il reste toujours un minimum. Vous dites quoi? Qu'il y a des risques qui sont pris en compte, mais dont on ne peut pas parler? La lutte contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme nucléaire par tout moyen est prise en compte dans les politiques du gouvernement. L'IRSN a des experts sur ces... Mais ceci ne peut pas être mis sur la table. Donc il faut bien que les téléspectateurs comprennent que ces sujets-là sont traités de manière extrêmement sérieuse au niveau du gouvernement, des agences comme la mienne. Les 10 milliards qu'on nous demande, c'est quoi? Les 10 milliards d'amélioration sur le parc nucléaire français. Donc les 10 milliards, ils sont uniquement dédiés à l'amélioration de la protection des centrales contre les cataclysmes naturels de toutes sortes. Inondations, séismes, pour l'essentiel. Il y a des générateurs qui sont en tourneau, qui tombent en panne, c'est la force d'intervention rapide d'EDF, c'est ces choses-là. C'est ce périmètre-là, et les 10 milliards vont être consacrés par EDF à l'amélioration de la protection des centrales, et si ces travaux sont faits correctement, eh bien nous aurons amélioré la protection des réacteurs contre des événements qui probablement ne se produiront pas. Mais on ne veut pas prendre le risque. Vous pensez quoi? Tout va bien? Ce qu'il faut indiquer concernant ces 10 milliards, ça doit prendre en compte non seulement la survenue d'un phénomène climatique extrême, mais la conjugaison sur un même site de 2 phénomènes, voire 3. Donc, on arrive à un degré... Comme à la centrale du Blayais, il y avait eu... tempête et inondation. On arrive tout de même à un degré de protection qui est quand même très élevé. Je reviens sur ce que dit M. Repussard, qui représente donc l'IRSN, qui est une des 2 autorités, qui est l'outil technique de l'autorité de sûreté. Il vient de le dire, il est parfaitement conscient des possibilités de dérive dont parlait Mme Rivasi, dû au fait qu'on est amené à faire les choses plus rapidement, à raccourcir la durée des arrêts de tranche, etc. Je dirais que le discours de M. Repussard, qui est aussi le discours de l'autorité de sûreté nucléaire, eh bien, ce sont des discours qui montrent que nos 2 gendarmes du nucléaire, si vous voulez, sont vigilants. Sont tout à fait vigilant. Et exigeant. Il ne laisse, j'aime mieux vous et indépendant, et totalement indépendant. Dans le film, non, franchement, dans le film, à un moment, il y a un commentaire sur le fait que les autorités de sûreté ne sont pas indépendantes. Non, on ne peut pas dire ça. Donc vous veillez sur nous. Elle dépend de l'État. On peut dormir tranquille. Ah bah oui, elle dépend évidemment. La sécurité du pays, oui. Alors, parce qu'on n'est pas loin, attendez, on n'est pas loin du terrain. Revenir sur les stress tests. Je voudrais juste vous rajouter une question économique là-dessus, parce qu'on nous apprend là, ces jours-ci, qu'il y a une recommandation d'augmentation des tarifs de 30% sur la consommation électrique là, dans les quelques années qui viennent. 30% d'augmentation. Est-ce que c'est parce qu'on tient compte de ces fameux 10 milliards de travaux à faire, ou est-ce que ça tient à autre chose? qu'à hauteur de 2 à 3%, si ma mémoire est bonne. Et l'essentiel, c'est le CSPE.
CSPE, c'est-à-dire les énergies renouvelables, c'est ça? Oui, et c'est logique, si vous voulez. Moi, je suis pour également, même de la Manche, je suis pour faire émerger les énergies renouvelables. Mais les 30%... Mais ça coûte cher, il faut les financer, et on les finance par EDF. Et par la facture électrique. Écoutez, je voudrais quand même revenir sur ces stress tests sur le plan européen. D'abord, ça a été une demande du commissaire Oettinger pour dire il faut regarder dans les 143 réacteurs européens quel est leur état de sûreté. Bon. Ça a été assez difficile de mettre tous les critères. Et suite à quoi, il y a eu un compte-rendu. Et on s'est aperçu que les centrales françaises, il y avait des tas de critères auxquels elles ne correspondaient pas. Et ce que je voudrais vous dire, par rapport à ce que vous dites, c'est que jusqu'à présent, on regardait un risque après l'autre. Et là, on s'est aperçu que c'est un cumul de risques. Et chez nous, qu'est-ce qui peut se passer? Que ça soit Tricastin, que ça soit Fessenheim, que ça soit Bugey, il y a des zones sismique. Si jamais il y a un séisme avec une rupture de barrage, nous on n'aura pas de tsunami, mais on aura une rupture de barrage qui pourra inonder la centrale. Et dans le reportage, quand on voit ça, moi ça me fait doucement rigoler parce que on a demandé dans le cas des stress tests qu'il fallait mettre, s'il vous plaît, laissez-moi finir, il fallait mettre c'est une réalité qui filme aussi, les pompes beaucoup plus en hauteur au cas où il y ait une inondation. Il faut bunkériser une centrale, si vous voulez, un lieu qui va gérer les réacteurs, c'est toujours pas fait. Dans le Tricastin, il va falloir monter les digues, parce qu'on s'est aperçu que là, s'il y avait un risque d'inondation, il y a énormément de flux radioactifs stockés. Donc c'est des quantités très importantes d'argent. L'énergie nucléaire peut continuer à être rentable, compétitive, si on en vient à imaginer des risques plus improbables qu'improbables? Ben pour moi, si on tient compte de ça, si on tient compte du démantèlement, parce qu'il va bien falloir quand même commencer à démanteler, notamment les directeurs... L'enfouissement des déchets, etc., ça va coûter une fortune. La Cour des comptes, mais exactement. Oui. Alors, qui nous dit quoi? Elle a dit qu'on a sous-évalué. Mais même si c'est sous-évalué, Madame Rivasi, elle considère que ça ne ferait varier les 50 € du mégawattheure que de 2 à 3%. Elle dit aussi qu'à l'heure actuelle, l'EPR, ça coûte plus cher que, par exemple, les éoliennes, le kilowattheure éolien. Vous prenez une tête de série. Voilà. Regardez, vous l'avez évalué à 3 Une tête de série, c'est une sorte de prototype. Ça coûte plus cher à faire. Et le deuxième coûtera déjà 25% moins cher, on le sait. Le premier, c'est Flamanville, et le premier, c'est la Finlande, et le deuxième, c'est Flamanville. Et on est passé de 3 milliards à 6,5 milliards. Entre-temps, il y a eu Fukushima, si vous voulez. Mais on n'a pas modifié le PR. Je voudrais revenir sur la sûreté, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. On a parlé des deux autorités, l'ASN et l'IRSN. On a oublié de dire, et ça c'est c'est un plus de l'Europe, Mme Rivasi sera sans doute d'accord avec moi, c'est le rôle de plus en plus important de l'ENSREG, c'est-à-dire le partage d'expériences au niveau des autres pays de l'Union, et à mon avis, on devrait lui donner également de plus en plus d'importance, ce qui devrait nous permettre, à quel échange je l'ignore, mais d'avoir, ce que je souhaite moi depuis longtemps, une autorité européenne de sûreté nucléaire, parce que quand il y a un accident dans un pays, tous les autres pays seront impactés. Exactement. C'est pour ça que la sûreté doit dépasser les compétences nationales. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas le faire parce que le niveau de sûreté en France est tellement supérieur aux autres. C'est pas le bilan des stress tests sur le plan européen. Hein. Et puis la dernière chose, c'est que l'adhésion d'un nouvel État membre, on l'a avec la Lituanie, l'adhésion d'un nouvel État membre au sein de l'Union exige que l'on démantèle précisément les unités qui ne sont pas performantes et sécures. Merci Jean Bizet. Et je retiens aussi qu'on peut aller passer des vacances dans votre région du Cotentin, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est un endroit absolument merveilleux. Si l'eau est un peu chaude, c'est normal. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup. On n'a pas le droit à l'accident. Merci. À vous. Merci à vous. Et on sait que ce thème du nucléaire, en France et ailleurs, est quasiment intarissable. Donc on aura bien sûr l'occasion de refaire d'autres débats. Merci. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre site internet et vous dis que dans une semaine, on parlera bioéthique. Bonne semaine sur Public Sénat.